Azul Flawen, bienvenue dans Graffiti. Pour ce présent numéro, il sera largement question de l'histoire algérienne et du combat libérateur. Pour cela, j'ai l'honneur et le grand plaisir de recevoir un militant de l'indépendance algérienne, un membre du fameux groupe des 21 qui ont décidé le déclenchement de la guerre de libération nationale. Il s'agit de Monsieur Mohamed Mechati. Mohamed Mechati, bienvenue à Berbère Télévision. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis très heureux d'être parmi vous et je suis là à votre disposition. C'est nous qui vous remercions d'être là pour nous raconter plein de choses parce que vous avez un parcours impressionnant. Vous êtes, comme je le disais, donc membre de ce fameux groupe des 21 et non des 22 qui avait donc décidé durant l'été 1954 le déclenchement de la guerre de libération nationale. Mais avant de revenir à toutes ces histoires, l'Algérie a fêté il n'y a pas longtemps 50 ans d'indépendance. Qu'est-ce que ces 50 ans d'indépendance vous inspirent? Vous savez, c'est très dur de dire sa pensée là, en cette matière-là. Pourquoi? Parce qu'on ne s'attendait pas à ce résultat décevant. On ne s'attendait pas du tout à ce résultat. Et effectivement, quand on voit ce que nous avons mené une guerre qui avait duré 7 ans de guerre avec des souffrances terribles, atroces, indescriptibles. Pour en arriver à ce résultat, il n'y a pas de quoi se sentir fier de ce résultat. Mais l'Algérie est quand même indépendante, non, même s'il n'y a pas la liberté et qu'on la luttait justice. Pas seulement pour l'Algérie indépendante. Oui. On luttait pour une Algérie indépendante, libre et prospère. C'est vrai. C'est ça. C'est vrai. Quand on voit actuellement, par exemple, un autre pays comme le nôtre, le Vietnam, qui a mené une guerre de 20 ans, 3 fois plus que nous, qui a souffert tout aussi bien que nous, peut-être certainement plus, puisque c'est 20 ans, là, l'année dernière, ils ont exporté pour 150 milliards de dollars. L'Algérie ne fait qu'importer. Ça, ce résultat est plus que décevant. Ce résultat est scandaleux et révoltant. À votre avis, Monsieur Mechati, qu'est-ce qui a fait que, effectivement, les promesses de l'indépendance algérienne n'ont pas été, comme vous le dites, toutes tenues? Qu'est-ce qui fait que ce système n'a pas pu générer la liberté et la prospérité pour tout le peuple algérien? C'est que tout simplement, nos espoirs ont été déçus. Pourquoi? Parce qu'on a toujours mal commencé. On a toujours fait les mêmes fautes. Les débuts, parce que les débuts, il faut remonter, non pas au 1er novembre 54, le 1er novembre 54 n'est qu'une suite de tant d'autres événements. C'est d'abord la naissance du mouvement national, naissance du mouvement national qui avait commencé les débuts des années 20. Tout à fait. Et qui, on peut dire, que ce mouvement a commencé avec l'émir Khaled, le petit-fils de l'émir Abdelkader. Dès qu'à la fin de la guerre, il avait envoyé une lettre au président Wilson dans laquelle il réclamait en quelque sorte l'autodétermination pour le peuple algérien. Pourquoi? Parce qu'il a vécu cette guerre, il a vu les sacrifices pour la France. Alors que le peuple algérien est en train de souffrir, il a eu cette réaction patriotique où il a commencé à faire des conférences, à écrire, il a créé un journal, l'Iqdam. Tout à fait. Et non pas seulement ici en France, mais c'est qu'après il est allé en Algérie, il a été élu conseiller municipal à Alger et il a fait une activité telle que auprès des lettrés, disons, des lettrés de l'époque. Auprès des lettrés de l'époque, ce mouvement avait tellement pris
que le pouvoir colonial avait vraiment paniqué et il l'a expulsé. Il avait été expulsé. Tout simplement. À cette époque-là, le Parti communiste français, voyant ce mouvement le Parti communiste français, les Nord-Africains, il avait besoin de renforcer ses rangs, de renforcer la CGT, tout ça. Alors qu'est-ce qu'il a eu cette idée de créer non pas un parti politique algérien ou nord-africain, mais il a créé une association. L'Étoile nord-africaine, qui, son nom le dit bien, l'Étoile nord-africaine n'est pas un parti politique. Tout à fait. C'est une association qui peut être sportive, qui peut être autre chose. Voilà comment. Et ça, c'est le Parti communiste. C'est le Hadj Ali Abdelkader qui était membre du bureau politique du Parti communiste français à l'époque. C'est lui qui a été l'initiateur et c'est lui qui a choisi les premiers éléments. Et c'est lui qui a choisi Messali par sa prestance. Mais Messali n'était pas au départ à l'Étoile nord-africaine, pas tout de suite. Il va rejoindre cette association, n'est-ce pas? Non, c'est Hadj Ali Abdelkader qui l'a choisi en personne. Ils lui ont même donné une permanence payée par le Parti communiste. D'accord. Oui, oui. Et naturellement, il y avait Imam Shamar, il y avait... les noms il y en avait beaucoup, il y avait aussi Akli Banoun. Oui, oui. Akli Banoun qui avait donc une épicerie, je crois, dans le 15e arrondissement de Paris, qui a beaucoup aidé effectivement l'Étoile nord-africaine. Banoun et puis Belkacem. C'est connu de toute façon, l'histoire, on parle. Oui, bien sûr, bien sûr. Ce mouvement-là, il a fonctionné, le Parti communiste, parce que dans les statuts, c'est un mouvement associatif d'aide au Nord-Africain, un mouvement social. Oui, d'accord. Dans les statuts. Ça, c'est le départ. Dans les statuts, c'est un mouvement. Oui, mais les nôtres, ils se sont sentis un peu floués, comment utiliser. Et là, l'idée a germé dans leur tête. Ils ont repris le mouvement de l'Amir Khaled et tout ça. Ils ont politisé, disons, ils ont politisé l'association. Voilà. L'association. Et c'est l'Étoile nord-africaine qui va en quelque sorte donner par la suite le PPA, n'est-ce pas? Effectivement. C'est par la suite. Pourquoi? Parce que l'Étoile nord-africaine est née en France, elle fonctionnait en France beaucoup plus. Mais elle n'exerçait pas au sein comme je dis, dans son terrain natal, dans l'humus patriotique. L'Étoile nord-africaine, plutôt le PPA. Le PPA, le Parti du peuple algérien. 11 mars 1937, c'est-à-dire une dizaine d'années après, presque. Tout à fait, oui, tout à fait. Oui. Et juste quelques années avant la Deuxième Guerre mondiale, à laquelle vous-même, vous avez participé à cette guerre. Ma foi, oui. Ma foi, j'ai participé malgré moi. Bien sûr, bien sûr. Vous avez lu dans mon livre... Bien sûr, votre livre donc, qui est sorti en France, aux éditions Tribord, intitulé donc Militant de l'indépendance algérienne, mémoire 1921-2000. Exactement. C'est qu'en 1937, moi j'avais 16 ans. Oui. J'avais 16 ans et j'étais en quelque sorte, puisque mes parents sont morts, mon père est mort déjà bien avant, il est mort en 29. En 35, mon oncle qui s'est occupé de moi est mort. Et en 37, je me suis retrouvé sans domicile fixe. M'a mené ma vie de jeune homme à 16 ans. Vous êtes né à Constantine, monsieur Medjati, n'est-ce pas? À Constantine, exactement. J'ai mené ma vie comme ça jusqu'au jour où j'ai été tenté. Pourquoi? Parce que je voulais m'engager dans la marine. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelqu'un que je connaissais dans la marine, Oumziane. Oui. Oumziane, vous l'avez connu, parce je crois qu'il a 1 an ou 2 ans de plus que moi. Il était à l'époque dans la marine. Voilà, avec un copain, ça nous a tenté. On voulait nous engager dans la marine. On rentre à la caserne pour nous engager dans la marine. Ils disent, ah non, vous n'avez pas l'âge, il faut avoir 18 ans révolus. Et on me renvoie. En sortant, je rencontre un capitaine constantinois, de Constantine.
comment il s'appelle, enfin, son C'est nom pas va grave. me revenir. Oui, il n'y a pas de problème, je le bien dis sûr. dans le livre. Alors il nous voit, il dit, ah les enfants, qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous êtes venus? On lui explique, on lui dit, on est venu pour nous engager dans la marine. On lui dit, non, ça va pas pour vous, mais vos parents, vos amis, vous n'allez pas les voir, engagez-vous plutôt dans les tirailleurs. Et il nous a pris en main. Et c'est comme ça que c'est parti. Et c'est comme ça que c'est parti. Moi, il m'a dit, ah tiens, toi tu parles un peu le français, je te mets dans les transmissions. Et il m'a placé effectivement dans la section des transmissions du 7e régiment de tirailleurs algériens, voilà comment. Et ça, donc, Monsieur Mechati, vous avez quand même participé à la libération de la France. Ah oui, j'y ai participé, j'ai fait la campagne de Tunisie d'abord, au débarquement des Américains Oui. en Afrique du Nord, et puis après l'Italie, Cassino, le débarquement en France, la libération jusqu'en 1945. Voilà. Jusqu'à la fin de la guerre. Oui, voilà. oui, jusqu'à la fin de la guerre. Et puis donc, Monsieur Mohamed Mechati, juste après la fin de la guerre, il y a eu quand même le fleuve de sang du mai 45 dans l'Est algérien. Comment vous l'avez vécu, hein? Les terribles événements de Guelma Kharatas, principalement. Eh ben oui, ça nous l'avons vécu non, mais nous l'avons appris, mon régiment à l'époque, parce que quand la guerre était terminée, notre régiment allait rentrer en Algérie. On se trouvait à Marseille, et à Marseille, il y avait un copain qui était avec nous au régiment, il avait déserté pour rejoindre la résistance française. Quand il a vu que son régiment était à Marseille, il est venu nous rendre visite et il nous apprend cette nouvelle. Il nous dit, voici ce qui se passe en Algérie, voici ce qu'il y a eu. Alors ça a été pour nous un choc terrible. Bah oui, bien sûr. Un choc terrible. Vous qui aviez participé à libérer la France, donc les choses n'avaient pas évolué, quoi. Exactement, les choses sont aggravées, mais on n'arrivait pas à voir ça. Effectivement, 5-6 jours après, on nous embarque pour Alger. On arrive à Alger, et alors là, ils ne nous ont pas laissé parce que notre régiment, sa résidence, c'était Constantine Sétif. Eh bien, ils nous ont cantonnés à Intaya, à Alger, pour ne pas aller directement là-bas. Et comme j'étais gradé, alors le général commandant le 19e corps d'armée a réuni les gradés. Moi j'étais sergent. Oui. Et il nous a tenu naturellement un langage, un discours. Les enfants, vous avez mérité, vous avez libéré la France et tout ça. Maintenant, vous allez accéder au grade supérieur. On me promettait le grade d'officier, tout ça par la suite. Et puis il a commencé à passer comme ça, à nous interroger, demander d'où on est. Et puis dans son discours, finalement, il nous disait, vous savez, ce qui s'est passé ici, des événements, faites très attention, il y a trop de mensonges, on raconte un tas de choses, n'écoutez pas les gens. Et vous faisiez au fait une propagande, quoi. C'est-à-dire, il nous préparait un petit peu. Et puis il posait les questions un par un comme ça. Toi, tu es d'où, toi, vous, de Constantine, naturellement, Sétif, c'était. Et voilà comment il nous a donné, on a eu un congé d'un mois, on a eu un mois de congé pour, c'était pas, et j'arrive à Constantine et c'est là-bas où je rencontre des copains, des amis de quartier et tout ça. Ils me racontent ces choses. J'étais scandalisé, je voulais passer à l'action, moi je voulais faire la guerre déjà. Alors, ceux qui me connaissent me disent attention, fais attention, parce qu'il y a d'autres qui m'ont pris pour un provocateur ou quelque chose. Bien sûr. Je dis attention, pourquoi tu veux faire? J'ai dit, alors, si tu veux faire quelque chose, on va te montrer le chemin, voilà comment. Ils m'ont pris en main et voilà, mon engagement date de là. Voilà, donc on peut dire que ce sont ces événements qui vont un peu préparer le 1er novembre 1954. Ce sont ces événements qui ont mis un point final à cette action politique même qui avait commencé bien avant.
et qui ont décidé, nos dirigeants de l'époque, les dirigeants de l'époque avaient décidé du passage à l'action armée. Comment? Non pas à la préparation. La préparation. À la préparation. Et vous, Monsieur Mechati, vous avez fait partie donc de l'OS. J'ai fait partie de l'OS. La création de l'OS date de ces événements qui ont poussé à la création de l'OS. À la création aussi, malheureusement, de ce parti politique, le MTLD, le Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques. Ce parti a été imposé par Messali. D'accord. Les autres dirigeants ne voulaient pas de parti. Ils étaient fatigués de l'action partisane, en fait. Ils voulaient imaginer déjà l'action armée, bien sûr. Mais Messali avait imposé ça. Pourquoi? Parce qu'il avait été manipulé par Azam Pacha de la Ligue arabe, qu'il avait rencontré ici à Paris. De discussions avec lui, il lui dit: mais vous les Algériens, mais pourquoi, voyez les Tunisiens avec Bourguiba, voyez un tel, eh bien il faut faire un parti plutôt légal, comme ça vous permettra de parler librement. Et Messali, il aime bien discourir, eh bien il a été pour cette idée. Alors que quelques mois avant seulement, on a dénoncé. On avait dénoncé le parti de Ferhat Abbas qui a créé l'UDMA et qui est allé aux élections de la députation en France. Tout à fait, tout à fait. Nous l'avions dénoncé à l'époque. Mais vous aviez créé quand même l'organisation spéciale, donc oui. l'OS, et vous-même, vous avez longtemps travaillé à travers les 4 coins d'Algérie. Hein. Exactement. Vous avez parcouru l'Algérie en clandestin. Hein. Exactement, parce que c'était... votre récit est émouvant, parce que spéciale. Même sur le plan humain, vous dites des choses, parfois vous ne savez même pas où vous allez passer la nuit. Exactement, exactement. On était des sans domicile fixe, et puis on roulait comme ça. C'est l'organisation secrète qui impose ce comportement. Oui, plutôt l'organisation secrète, hein, pas spéciale comme je le disais tout à l'heure. Oui. Et donc, ça a fonctionné pendant combien de temps? Disons, pratiquement, la création date de 1947. Oui. Mais la constitution, terminer le recrutement, c'est en fin 48. Fin 48 où les structures ont été bien assises. Fin 48. Et qui étaient les premiers responsables de l'OS? Les premiers responsables, c'était le docteur Lamine de Barine avec Mohamed Belouizdad. Belouizdad, 2 valorants nationalistes. Belouizdad qui est mort ici à Paris. Oui. Qui est mort il est mort en 1952, oui. Et il avait comme adjoint Aït Ahmed. Aït Ahmed, Hossein Aït Ahmed, qui est toujours vivant, bien sûr. Il était mort, c'était Aït Ahmed qui était le chef à l'échelle nationale et en même temps à l'échelle départementale, les 3 départements. Ben Bella était pour le département d'Oran, Boudiaf pour le département de Constantine et Aït Ahmed pour le département d'Alger et en même temps national. National. Voilà, ouais. Mais cette organisation va être démantelée par les services français. Comment est-ce que ce démantèlement a eu lieu? C'est une question terrible. C'est une question terrible. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, on n'en a pas parlé. Ah, d'accord. Jusqu'à maintenant, on n'en a pas parlé. Parce que jamais le pouvoir colonial, jamais ne l'aurait découverte s'il n'y avait pas eu des fautes de notre part. Et des fautes non pas aux petits échelons, mais au sommet. Au sommet même de l'organisation? Au sommet même de l'organisation, je le dis, c'était Boudiaf. C'était la faute à Mohamed Boudiaf? C'était Boudiaf qui exigeait une activité telle comme si on était des soldats en caserne. D'accord. Comme si on était des soldats en caserne, alors qu'on était des militants engagés moralement. Parmi nous, il y avait des gens qui avaient une famille, du travail, donc on devait normalement fonctionner d'une façon pour ne pas...
eh ben, il imposait de faire passer quelqu'un qui faiblit un peu ou qui a un problème, le faire passer en conseil de discipline. Il était très dur avec les militants, c'est ça? Très dur, le faire passer en conseil de discipline. Alors là, il y a eu des révoltes, et le premier révolté là, c'est mon ami, enfin, c'était Garras Abderrahman, oui, qui s'est disputé avec Boudiaf à ce sujet. Il a dit comment des gens qu'on avait choisis pour aller au combat, pour aller mourir avec nous, on les fait passer au conseil de discipline et on les bastonne. On peut les faire passer au conseil de discipline pour une discussion, pour discuter avec eux, pour savoir leurs problèmes, on peut les aider, mais non pas de cette façon. Boudiaf exigeait cette façon de faire. Et comment ça s'est passé? C'est-à-dire, comment voilà. les Français sont arrivés à repérer les j'en arrive. Allez-y. J'en arrive, oui. Eh bien, voilà comment ça s'est passé. Une fois, il y avait quelqu'un qui avait fléchi, à Biskra. Oui. Quelqu'un qui avait fléchi, et cette personne qui avait fléchi, eh bien, Boudiaf avait désigné Garras Abderrahman, parce que les structures à l'échelle du département, Boudiaf était chef, et il avait des chefs de zone. Chef de zone, Didouche Mourad, Garras Abderrahman, et Ben Mehdi comme adjoint de Boudiaf. De Boudiaf, oui. Eh bien, quelqu'un avait fléchi à Biskra, hein? Eh ben, il a dit d'aller le faire passer en conseil de discipline et il lui a appliqué la sentence, je ne sais pas laquelle, parce que... Oui. Alors, il a ordonné au chef de zone, le chef de zone de la zone, c'était Garras Abderrahman. Garras Abderrahman était mon chef. D'accord. Alors, il me dit, voilà, bien, alors il prend Habashi Abdeslam, moi-même, et puis quelqu'un de Skikda comme chauffeur, oui. En voiture, et lui comme chef de commando, Garras Abderrahman comme chef de commando. On est parti à Biskra, en voiture comme ça, on arrive à Biskra, on se stationne devant un trottoir, il nous dit, notre chef de commando, Garras Abderrahman, nous dit, voilà, sur le trottoir, il y a deux personnes qui vont passer. Il y a un bonhomme qui est habillé comme ça, celui-là, attrapez-le, faites-le venir, il ne nous a pas dit autre chose. Effectivement, on attend un petit peu, on voit deux personnes. On a ouvert les portières de la voiture pour... Le bonhomme, il a senti quelque chose, il nous a devancé, il s'est enfui, on lui a couru derrière, mais notre chef de mission, de commando, derrière, il nous dit, ça suffit, ça suffit. Il ne nous a rien dit d'autre. On est revenu parce que le bonhomme est rentré dans une épicerie et il y avait du monde, on est revenu bredouille. Eh bien, on reprend la voiture et on revient tout doucement. Et en cours de route, comme consigne, s'il y a un barrage, il ne faut pas s'arrêter, il faut foncer. On n'a rien eu. On est rentré à Constantine et notre chauffeur est allé à Skikda sans problème. C'est cette même action qui s'est répétée des mois après, plusieurs mois après. Plusieurs mois après, avec comme chef de commando Didouche Mourad, parce que c'était sa zone, oui. Didouche Mourad, et naturellement avec son équipe, dont Ben Aouda, Ben Zaïm, Ben Aouda qui est encore vivant, Ben Zaïm, je ne sais pas s'il est vivant ou il est mort, et un troisième. Ils étaient les chefs de commando, ils étaient quatre. Ils vont aller où? Ils sont allés à Tébessa. À Tébessa, la même chose, pour arrêter quelqu'un et le faire. Ils l'ont attrapé, eux, ils ont réussi à l'attraper, ils l'ont mis devant le coffre de la voiture, ils allaient aller où? Alors là, le coffre s'est ouvert, c'est pas comme... Le bonhomme est sorti, il s'est sauvé, ils lui ont couru derrière, ils n'ont pas pu le rattraper. Il arrive là-bas, il va directement à la police, il dit voici ce qui m'est arrivé. Ils lui ont dit qu'est-ce que c'est, qui sont. Il dit je ne sais pas, je ne connais pas. Ouais. Alors la police, naturellement, dans un cas pareil, la police va faire son enquête, bien sûr. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle procède à des barrages. Ils ont arrêté la voiture, ils l'ont arrêté à Ouaznati, à une pompe à essence. Ils étaient faire le plein. Didouche Mourad s'est déjà taillé. Ils ont arrêté les autres. Ils ont arrêté.
Quand ils les ont arrêtés, la police, ah tiens, mais c'est des nationalistes. Parce qu'ils étaient connus, mais ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Alors, naturellement, arrêtés, sous la torture, et ils ont dit... Ils ont tout dit. On fait juste une petite pause, Monsieur Mechati. Voilà comment la découverte de l'os, et c'est la première fois que je raconte ça. Très bien. On fait juste une petite pause et on revient au débat. D'accord, c'est très bien. Je vous en prie. On revient donc au débat avec Monsieur Mohamed Mechati, donc militant de l'indépendance algérienne, membre du groupe des 21 et non des 22 comme on a l'habitude de l'appeler. Donc Monsieur Mechati, vous nous disiez donc c'est à Oued Zenati donc que le colonialisme français arrive à débusquer l'os. Oui, exactement. C'est l'arrestation de ces bonhommes, dont Ben Aouda qui est encore vivant. Oui. Ben Zaïm, je ne sais pas s'il est encore vivant. En tout cas, Didouche Morad est mort, mais Didouche Morad n'avait pas été arrêté. Il n'avait pas été arrêté, lui. Non, il n'avait pas été arrêté. Mais ceux-là qui ont été arrêtés ont donné ce qu'ils savaient. Et au fur et à mesure, le rouleau compresseur de la police, Ben Ramdan avait été arrêté. À la suite de ça. À la suite de ça. Mon ami Abdelrahman Guerras, qui était chef de la zone du nord constantinois, qui venait de se réunir avec Abben Ramdan et Gennifi à Sétif, il termine sa réunion à Sétif, il revient à Constantine pour faire une autre réunion avec Zirot Youssef et Ben Tobel, chez lui dans sa maison. Il arrive chez lui à Constantine et sa mère et toute sa famille. Oh, sauve-toi, pourquoi la police était là, on te cherche. C'était la suite de on te cherche. Et effectivement, du coup, il a échappé par hasard. Zérotus avait été arrêté, Ben Tobel n'a pas été arrêté, il va à la maison de Guerras là pour la réunion comme convenu, et sa mère, la mère de Guerras lui dit sève-toi, la police. Voilà comment Ben Tobel aussi a échappé, et Guerras il a échappé de justesse. Voilà comment Abben Ramdan qui lui a été arrêté avec Genif et tout ça. Donc ce fut quand même un coup très lourd pour le mouvement nationaliste. Beaucoup de cadres étaient arrêtés. Oui, et le mouvement ne s'est pas arrêté au Constantinois, après c'est l'Algérois, c'est le département d'Oran, tous eux, et le chef, le grand chef à l'époque, qu'on a surnommé Cobus, qui à l'époque qui s'appelle Belhaj Abdelkader, qui était aspirant dans l'armée française, et la création de l'os c'était dans sa maison. Finalement arrêté, Ben Bella avait été arrêté à la suite de ça. Aussi. À la suite de ça, Bodef a échappé, Ben Mehdi aussi l'a échappé, moi-même j'ai échappé. Oui. Mais vous étiez dans la clandestinité, vous avez échappé, mais vous saviez que vous étiez quelque part recherché, bien sûr. Exactement, oui, exactement. Ben Bella et Belhaj Abdelkader qui était aspirant, qui était chargé à l'époque de donner les instructions sur le plan militaire. Finalement, il est devenu il a coopéré carrément avec la police pour tout, et la suite l'a montré, il est devenu, il nous a combattu finalement, il s'appelait son mouvement Cobus. Voilà, et après donc le mouvement national est passé dans une mauvaise période, et puis quand même l'idée de passer au combat militaire n'était pas perdue, puisque donc durant l'été 1954 vous allez faire cette réunion du groupe des 21. C'est pas grave, à vos souhaits, c'est pas grave. Et donc, je disais, durant l'été, donc 54, vous allez avoir cette réunion à Alger, cette réunion du groupe des 21. Comment s'est tenue cette réunion? Cette réunion n'était pas prévue du tout. Cette réunion n'était pas prévue du tout, cette réunion mascarade, je dis bien réunion mascarade. Pourquoi vous l'appelez mascarade? Je l'appelle mascarade parce qu'elle n'avait pas à être... Bodef n'avait pas besoin de se faire élire. Il a fait réunir
Donc c'est Boudiaf qui a organisé cette réunion. Il n'avait pas besoin de ça, il était de droit. Puisque Aït Ahmed est parti au Caire, Ben Bella l'a arrêté, donc c'est lui le troisième responsable de l'os. D'accord. Lahwel Hussein, secrétaire général du parti, qui en rapport avec le militaire, c'est lui le chef du militaire et du politique. Oui. Il a fait appel à Boudiaf qui se trouvait ici en France, qui faisait de la politique dans le MTLD. Eh bien, Lahwel Hussein l'a appelé en tant que chef de l'os. D'accord. Et il l'a appelé pourquoi? Il lui a dit voilà, puisque cet événement qui vient de se produire, le malheur, l'implosion du parti par l'action de M. Salih Hadj et tout ça, maintenant on ne va pas rester les bras croisés comme ça, nous sommes divisés, nous devons passer à l'action directe. Et pour passer à l'action directe, il faudrait créer un mouvement, une direction, le CRUA. C'est Lahwel Hussein qui a eu l'idée de création du CRUA, Comité révolutionnaire pour l'unité et l'action, pour passer à l'unité. Tout à fait. Eh ben, et il lui a dit à Boudiaf, toi, avec Ben Boulaïd, et puis les membres du bureau politique, de l'organisation politique, deux responsables, voilà, Dakhli Bachir et Bouchbouba Mourad, ça fait 4. Ce comité-là, qui forme le comité de révolution politique et action, vous allez organiser les militants pour le passage à l'action armée. D'accord. Ben Boudiaf s'est réuni 2 fois avec ses collègues du parti politique, et puis après il a décidé non. Il a décidé de faire les choses par lui-même. Il a décidé de faire à sa tête parce que le courant ne passait pas avec les autres? Ne passait pas avec Lahwel Hussein, son chef. D'accord. Son chef, Lahwel Hussein. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il réunit ces personnes-là. Et comment? 16 personnes du département de Constantine, parce que lui, il était le chef du département de Constantine, 4 du département d'Oran et une personne du département d'Alger. Normalement, logiquement, veut que si vraiment il avait besoin de se réunir, il n'avait qu'à réunir les membres des états-majors des départements d'Oran, de Constantine et d'Alger, qui sont 3 du Constantinois, 3 de l'Oranie, 3 de l'autre, ceux-là qui sont au sommet de l'état-major, qui connaissent les problèmes de l'os, mais non pas des gens qui ne connaissent pas le problème. Oui. Alors il ne veut pas que ce soit des gens de son niveau, qui peuvent discuter, qui peuvent avoir des... Non, il voulait de simples gens qui ne sont pas qui sont dans les structures. Vous pensez que déjà à ce moment-là, Boudiaf voulait être le chef, c'est ça? Oui, c'est des ambitions démesurées, voilà. Mais il était le chef, il n'avait pas besoin de toute cette mascarade. Et on a tout essayé pour lui dire, parce qu'on a réalisé comment. On a réalisé, parce que c'est moi-même qui m'a chargé de convoquer les gens, de les dire venir à Alger. J'ai dit aux gens de venir à Alger, on ne savait pas pourquoi. On est venu à Alger, et c'est dans cette réunion où c'est lui qui place les hommes. Parce que j'ai eu un accrochage. Ah oui, et il les plaçait dans la salle? Dans la salle, moi je suis rentré, il me place entre 2 condamnés à mort, Souidani Boudjmab et Bouchaïb. Souidani Boudjmab que j'ai connu, que j'aimais bien. Oui. Enfin, moi, je n'ai rien pensé à mal. Bien sûr. Et puis après, je le vois, les gars de Constantine, là, il le place là, il les a dispersés. Il les a dispersés, je me suis dit, ça, il y a quelque chose de... Pourquoi il a fait ça? Eh bien, il a fait parce que, comme j'ai eu un accrochage avec lui, parce qu'il était mon chef, mon chef direct. Tout à fait. J'ai eu un accrochage avec lui, alors il ne voulait pas qu'on soit tous du même. Il nous a dispersés. Mais c'est par la suite que j'ai compris pourquoi. Alors quand il a ouvert la séance, c'était Ben Boulaïd qui a ouvert la séance, il donne la parole à Boudiaf. Boudiaf, de quoi il parle? Dans son discours, il nous dit des choses que nous connaissons. Il nous dit, voilà, M. Salih Hadj a fait imploser le parti, le dictateur, tout ça, le comité central, les centralistes. Les centralistes,
les centralistes, c'est-à-dire son chef, Lahou el-Hussein, Lahou qu'il a el-Hussein. fait. Alors, il parle de centralistes comme si les membres du comité central, tous n'étaient pas d'accord, alors que ce n'est pas vrai. Son chef, Lahou el-Hussein, était d'accord. Non, mais il dénonce, comme les autres. Ils ne sont pas au sommet. Ils pensent que c'est vrai. Oui. Hein? Qui c'est qui? Il n'y a que son équipe qu'il a choisie, et moi parce que j'ai vécu, j'étais dans une structure de chef de zone, donc je connais. Voilà comment s'est déroulée cette... Est-ce que cette rencontre a décidé de passer à l'action militaire? Non, mais il a posé la question après. Il a dit, voilà, qui c'est qui... Voilà, le Messali ne veut pas, le comité central ne veut pas. Ce n'est pas vrai. Alors, qui c'est qui est d'accord pour le passage à l'action armée? Tout le monde était d'accord. On était d'accord. D'accord. Ah bon, puisque vous êtes d'accord, alors il faut élire une direction. Oui, voilà. Il faut choisir 2 parmi nous. D'accord, parmi les présents. Non, pas parmi les présents, parmi ceux qui étaient... d'accord, qui étaient... son équipe, qui était les 5 son équipe, d'accord. Parmi nous, et eux, les 2 qui seront choisis, ils choisiront 3 ou 4 autres supposés parmi l'assistance. C'est ce qui se passe normalement. Finalement, on s'était trouvé que c'était eux les mêmes. Voilà comment. Alors, nous... Quand je dis nous, c'est-à-dire moi personnellement qui ai connu, et puis quelques-uns d'autres, on a vu, il y a Guerras Abderrahman qui n'a pas assisté. Comment on a commencé Et pourquoi nous, on est 16? Pourquoi on va nous accuser maintenant d'être régionalistes? On s'est posé un tas de questions. Alors on a appelé Guerras Abderrahman qui était ici en France, il est venu, il arrive à Alger, il rencontre Boudiaf, Boudiaf lui dit, pourquoi tu es venu? Lui dit, j'ai appris ce que tu as fait, et tu ne m'as pas appelé, je vais à Constantine, ils vont me dire que... Il vient à Constantine, comment on lui a raconté, voici ce qui s'est passé. Il a dit, écoutez, c'est très grave, c'est ce qui nous arrive, alors il faut tout faire pour réparer. Quoi? Il a dit, voilà, on va dire à Boudiaf de venir, on va réparer ça, une autre réunion à Alger, mais uniquement avec les gens concernés, les gens qui pour organiser. Eh bien, Boudiaf a refusé. Il a dit non, c'est comme ça, et pas autrement. Alors, il avait délégué d'abord. Il n'est pas venu à Constantine, il avait délégué Didouche Mourad à sa place. En lui disant, attention, Guerras, avec Zéro Youssef, ils sont bons, il ne faut pas faire assister Zéro Youssef. Effectivement, on est à Constantine, cette petite réunion pour essayer de porter remède, pour corriger. Eh bien, Didouche Mourad dit représenter Boudiaf, donc il répétait ce que lui a dit Boudiaf. Ce que disait Boudiaf. Guerras Abderrahman, qui était l'égal de Didouche Mourad, puisqu'ils étaient tous 2 chefs de zone. Moi, j'étais chef de zone, mais pas avec eux, j'étais chef de zone dans la région. Eh bien, un accrochage comme ça. Guerras lui dit, on va pour bien organiser, il faut à l'échelle nationale, pourquoi seulement là? Il dit, niet. Ce sera comme ça, que vous le voulez ou pas, c'est comme ça. Voilà, on a démarré comme ça. Guerras retourne pour venir ici en France, il rencontre encore une fois à Alger Boudiaf, il lui dit, mais pourquoi? Mais cette division, les gens ne vont pas comprendre, il nous faut une réunion pour... Il lui dit, niet, ce sera comme ça un peu. Et pourtant, donc, la décision sera prise et ce sera le 1er novembre. Qui est-ce qui a décidé pour cette date du 1er novembre, à votre avis? Ben voilà, c'est lui, il a choisi son équipe. Oui. Son équipe, ils se sont réunis, ils ont dit, voilà, il a décidé de choisir le 1er novembre. Ils ont fait appeler aussi Karim Belkacem, c'est ça? Eh ben voilà, parce que la Kabylie n'avait pas assisté à cette réunion. Pourquoi? Mais par la suite, il a appelé Karim Belkacem pour l'inclure. Et puis après, leur réunion, alors, pourquoi cette dernière réunion? Est-ce qu'ils ont fait une réunion au moment où ils ont pris cette fameuse photo, donc, à Bab el-Oued, où ils sont 6? Oui, ils ont fait ça, c'est après la réunion, ils ont fait la photo. Oui. Mais avant, ils ont fait la réunion, pourquoi? Pour le partage. Ben Boulaïd, les Aurès, Karim Belkacem, la Kabylie, ça va de soi, oui. Et le reste. Donc l'Oranie,
Ben Abdelmalek Ramadan et Ben Mehdi pour le Constantinois, puisque on a eu des accrochages avec lui, donc il nous a carrément exclus, et il a choisi Didouche Mourad pour coiffer Zérotus qui n'a pas Zérotus. Hein. Voilà comment. Et vous-même, Monsieur Mechati, est-ce que vous saviez à l'avance que le 1er novembre allait être le déclenchement de la guerre de libération nationale? Non, pas du tout, parce qu'il a dit justement, Boudiaf en personne, il a dit les Constantinois, c'est-à-dire, il ne faut pas les avertir, il ne faut pas leur dire du 1er novembre, comme ça ils seront arrêtés. Comme ça. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé, le déclenchement le 1er novembre. Le 1er novembre, ben, les gars de Constantine n'ont pas marché, ils ne savaient pas. Ils n'étaient pas au courant. Ils n'étaient pas au courant et ils ont été arrêtés de nouveau. Pourquoi? Alors qu'ils avaient été arrêtés en 1950 à la découverte de l'os. Tout à fait. Torturés, condamnés, prisonniers, condamnés. Ils ont été arrêtés de nouveau, torturés, condamnés. Et ce n'est pas seulement le groupe de Constantine. Vous pensez que c'est la faute à Mohamed Boudiaf? C'est sa faute. C'est lui, c'est clair. Maintenant, moi, peut-être qu'il voulait que le déclenchement se fasse, qu'il n'y ait pas de gens qui s'opposent au déclenchement. Mais qui c'est qui s'oppose? Jamais. Tout le monde était d'accord, en fait. Non, mais c'est pas seulement les militants. C'est ce peuple magnifique. C'est ce peuple qui en avait marre. Oui, le peuple était pressé d'en découdre. Le peuple était prêt, c'est grâce à ce peuple, parce qu'à l'époque, qu'est-ce qu'on faisait dans la politique? On cherchait à faire adhérer les gens à notre mouvement. Les gens, parce qu'il y avait une répression telle, ils avaient peur de se montrer avec les patriotes, les nationalistes, ben ils nous disaient, s'il vous plaît, laissez-nous tranquilles, quand vous préparez le mouvement, la révolution, on est prêt. Nous sommes là. Était prêt. Oui. Et le peuple était effectivement pressé d'en découdre parce qu'il souffrait terriblement. Exactement. Et donc, et puis la révolution est déclenchée. Et donc, vous participez tout de suite. Attends, ce qu'il faut citer, oui. Le 1er novembre, c'est pas seulement ce petit groupe de Constantine qui a été arrêté, c'était des gens extraordinaires. C'était Mellah Rachid et Bouali Saïd, deux boxeurs qui avaient montré déjà ils se font arrêter. C'est à l'échelle nationale les arrestations de tous les militants tous les nationalistes. Tous les nationalistes sont tout de suite arrêtés. Qui n'étaient pas avertis. Oui. Non, marché que ceux que Boudiaf a. C'est ça. Mais finalement, la chose, quand Ben Mehdi, cette fameuse phrase qu'il a laissée, quand il a dit « Jetons la révolution dans la rue », le peuple la prendra en marche. Effectivement, finalement, c'est ce qui est arrivé. Oui, c'est ça. C'est ce peuple qui était prêt parce qu'il y a eu, depuis 1800, l'occupation, depuis 1830, eh bien, il n'y a eu que des révoltes, que des soulèvements, tantôt à droite, tantôt à gauche, à l'est, à l'ouest, qui se sont répétés tous les 3 ans, tous les 4 ans, et jusqu'au 8 mai 1945, la dernière. Tout à fait. Et vous-même, Monsieur Mechati, après, vous vous retrouvez dans la Fédération de France. Oui. Du FLN. Hein? Oui. D'abord, je crois, à Lyon. Hein? Donc... Oui, à Lyon, oui. C'est-à-dire que moi, j'avais demandé j'étais permanent. J'avais demandé qu'on me libère parce que j'étais malade. Vous étiez malade, oui. J'étais malade, finalement. Quand on m'a libéré, c'était juste au moment où j'étais à Lyon. Pourquoi à Lyon? Parce que mon ami Gerash Abdelrahman était déjà installé là-bas. J'étais là-bas pour m'accueillir, il m'a accueilli parce que je n'avais rien. Vous parlez dans votre livre d'un certain Boukhrouba. Est-ce qu'il est parent au président Houari Boumediene? Vous ne savez pas? Boukhrouba? Oui, un certain Boukhrouba à Lyon.
Vous ne rappelez pas, c'est pas grave. Oui, non, non, il n'a rien à voir avec. Il n'a rien à voir avec Ouari Diallo. Absolument rien. Et donc, à Lyon, donc, vous êtes malade, vous vous faites soigner un petit peu. Oui, j'étais au sanatorium de Pierre-Bénite, j'ai été soigné et tout. Et puis, alors, quand je suis sorti, tout de suite, Guerras Abderrahmane, qui lui était déjà engagé, il avait l'organisation dans tout le sud de la France. Oui. Eh ben, c'est lui qui a été contacté par Tarbouche, Mourad Tarbouche, Oui. que Boudiaf a chargé d'organiser le FLN en France. Mais ce n'était pas facile, vous le dites dans votre livre, puisque dans cette région de France, les messalistes étaient plus forts à ce moment-là. Exactement. Le Messali qui avait créé le MNA. Toute la France était entre les mains des messalistes, hein, à part quelques endroits, par exemple le sud était entre les mains de Guerras Abderrahmane, le sud, c'est-à-dire Lyon, Marseille, Toulon, Grenoble, tout ça était entre ses mains. Les messalistes existaient, mais ils n'étaient pas en force. L'organisation, Guerras, c'était un homme d'expérience qui avait bien en main toute cette région. Et aussi, du côté de Sochaux, aussi, il y avait quelqu'un qui tenait bien cette région. Sinon, le reste de la France était entre les mains de Messali. Comme en Algérie, la Kabylie était... La Kabylie et l'Oranie. La Kabylie, l'Oranie était encore messaliste à ce moment-là. Oui, oui. Mais en France, il y a eu beaucoup de morts dans cette lutte intestine entre le FLN et le MNA. On parle de 10 000 morts en France. Est-ce qu'on ne pouvait pas éviter cette guerre fratricide? Oui, oui. Ah ben, au début, quand on a commencé, quand on a créé le FLN, on était 4. Guerras Abderrahmane, Dou Mohamed pour Paris, Ben Salem pour le nord et moi-même pour l'est de la France. Eh ben, on avait tout fait pour ne pas arriver à nous entretuer comme ça. Malheureusement, c'est le MNA qui a commencé à tuer et le premier mort, c'était Saifi. Saifi qui avait un restaurant du côté de Rambuteau, à l'époque. C'est eux qui ont commencé à tuer et là, à bastonner. Eh ben, malgré ça, nous, pour créer le FLN, il fallait faire face à tout ça, il fallait agir. Eh ben, on était rompus à l'organisation, on était rompus à la politique. Et on avait beaucoup plus peur de ceux qui nous connaissent, militants comme nous. On n'avait pas peur de la police, la police ne nous connaissait pas. Oui, voilà oui. comment. Et puis vous arrivez à Paris aussi, vous ne restez pas à Lyon. Non, mais parce qu'à Paris, parce que pour notre réunion, c'était la création du FLN en France. La première réunion, c'était dans un tabac. Alors là que j'ai oublié le nom. C'est pas grave, bien sûr, bien sûr. Ouais. Donc c'est dans un petit bistrot comme ça que se fait la première réunion. Tout en consommant son café ou son thé, tout ça. En faisant semblant de ne rien faire, bien sûr. Et on s'est partagé chacun sa région et on se réunissait une fois par mois. Guerras Abderrahmane, qui était lui l'initiateur, il aurait pu nous dire « je suis votre chef ». Non. Il n'a pas dit. Non, c'est un homme qui était comme ça. Il a dit « nous sommes responsables, tous responsables, on fonctionne en collégialité. Quand on se réunissait, on faisait le compte-rendu de l'activité, chacun, et en même temps on se critiquait, on faisait une analyse. Voilà, il était constructif. Et puis on arrêtait nos instructions, parce qu'on n'avait pas, on a arrêté les instructions, on reprenait chacun dans sa région. C'est comme ça qu'on avait commencé. Et puis vous allez être arrêté à votre tour, hein. Vous allez faire de la prison. Tant va la cruche à l'eau. Voilà. Et donc vous allez passer quand même une bonne partie de votre vie en prison, en France, bien sûr, oui, comme beaucoup de nationalistes algériens, bien sûr. 5 ans en prison, oui. Ce n'était pas facile, la prison. Non, non, je peux dire que pour nous, oui. Au début, naturellement, moi, on m'a mis carrément d'emblée avec les condamnés à mort. Tout de suite. Tout de suite, parce qu'ils sont renseignés.
Ils ont appris que j'étais parmi ce groupe. Bien sûr. Et mes amis, dont d'autres, mais après, quand les membres disons, qui se disent, qu'on a dit historiques, Aït Ahmed Ben Bellah, quand ils ont été arrêtés dans l'avion, ils les ont emmenés à la prison de la santé. Mais à eux, ils leur ont donné le régime politique. Alors nous, on était à la santé, quand on a vu ça, ils nous ont d'abord enlevé de la santé pour ne pas qu'on y ait de rencontre avec eux. On a déclenché une grève de la faim. On a dit, nous aussi, nous sommes des prisonniers politiques. Voilà comment. Et finalement, après 12 ou 15 jours de grève de la faim, ils ont fini par nous donner le régime politique. On était 5. Ouais. Parce qu'il y avait un Français avec nous, Jean-Jacques Rousset. Et puis vous allez être libéré, puisque c'est l'indépendance algérienne, et à l'indépendance algérienne, vous n'occupez pas vraiment de poste politique. À l'indépendance, en réalité, j'étais scandalisé, plus que scandalisé, parce que c'est passé à Tripoli, ce fameux... Les divisions internes. Oui, les divisions internes, où Ben Bella s'est conduit comme un vulgaire à traiter Ben Khadda avec des mots vulgaires, et puis après il s'est allié à l'armée, au colonel Boumediene. Il y a eu cette division. Monsieur Mechati, est-ce que l'Algérie d'aujourd'hui, est-ce qu'elle ne paye pas d'une certaine façon ces divisions de l'été 1962? Mais vous avez parfaitement raison. Oui, bien sûr, la division de la division, il ne peut pas sortir du bien. Il ne peut sortir que du mal. C'est l'union qui aurait pu faire du bien. Malheureusement, notre mouvement a subi des crises successives depuis la création, crise sur crise, et jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, malheureusement. Voilà. Et on arrive à la fin de notre émission, Monsieur Mechati. Peut-être un dernier mot? Le dernier mot, c'est que l'espoir, il ne faut jamais perdre espoir. L'Algérie est debout, elle est libre, indépendante. Malheureusement, elle n'est pas aussi prospère qu'on l'espérait. Nous gardons donc l'espoir de la voir libre et démocratique. Démocratique. Les générations qui viennent réaliseront nous l'espérons très bien. Ouais. Et merci beaucoup, Monsieur Mohamed Mechati, d'être venu dans Graffiti. Et je vous dis, portez-vous bien. Mes amis, je vous dis à vous aussi, merci de nous avoir écoutés. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Au revoir. Et moi qui vous remercie. Je vous en prie. Ouais.